Eric Coquerel, merci de nous recevoir. On est tous les deux dirigeants de la Convention des entreprises pour le climat. On va se présenter et puis après on a quelques questions pour vous. Donc moi je suis Guillaume Capel, j'ai 34 ans. J'ai monté il y a 10 ans une organisation qui s'appelle Singa et qui accompagne des entrepreneurs immigrés ou des innovations sur les sujets de migration de manière générale. C'est devenu une organisation internationale dans 7 pays. Il y a 7 ans aussi, en 2015, j'ai conçu un programme, une plateforme qui s'appelle J'accueille et qui permet d'accueillir les réfugiés chez l'habitant. Donc sujet on ne peut plus d'actualité en ce moment. Et aujourd'hui, je suis très intéressé à voir comment l'activité qui est la mienne se connecte avec le climat et les migrations vont être l'un des enjeux aussi les plus cruciaux, on va dire, dans les années qui viennent. Et donc je suis ravi d'être aux côtés d'autres dirigeants pour réfléchir à ça. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Moi, je suis Sophie Angster, la cofondatrice de la société Chamberlain. Donc, Chamberlain, c'est une start-up qui s'est créée il y a 7 ans avec la volonté de réindustrialiser la chaussure en France. En fait, on a vécu un effondrement. Dans les années 70, on était 80 000 dans la chaussure. Aujourd'hui, on est péniblement 3 600. Si on ne fait rien aujourd'hui, on ne saura plus faire de chaussures demain. On importe aujourd'hui à 87% des chaussures d'Asie. Elles viennent du monde entier. Et donc l'idée, c'est voilà, de sauver ces savoir-faire tant qu'ils sont encore là et de proposer des chaussures 100% made in France. Tous les deux, on a la chance, je dis vraiment la chance, de faire partie de la Convention des entreprises pour le climat. La première session a commencé en septembre 2021 et je crois pouvoir dire qu'on est 150 dirigeants, on s'est pris une énorme claque. Moi, la première. Et j'ai eu l'impression qu'on me révélait un terrible secret, bien caché. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi on me l'avait pas dit avant, en fait, ce qui allait se passer sur le climat. Et je voulais savoir si vous et Jean-Luc Mélenchon, vous aviez eu aussi une révélation de ce type-là, en fait, une véritable prise de conscience de l'enjeu écologique. Ah, clairement, oui, clairement. Quand avec Jean-Luc Mélenchon, on a créé ensemble, enfin j'étais un des cofondateurs, un parti qui s'appelle le Parti de gauche vers 2008. On a tout de suite indiqué que la question du climat, la question environnementale, était l'urgence numéro 1. Pour une bonne raison, c'est que si demain on ne peut plus respirer sur cette planète, j'utilise cette image, mais vous comprenez, c'est-à-dire une grande partie de l'humanité ne peut plus y vivre de par les dérèglements climatiques, tout le reste, c'est-à-dire la question sociale, la question démocratique, deviendra quelque part secondaire. Bon, donc c'est la première urgence. Et deuxièmement, en plus, la question de l'environnement pose la question du bien commun. C'est notre bien commun à tous, quelque part, quel que soit nos statuts et autres. Si nous voulons le préserver, eh bien, il faut le gérer ainsi. Et ces de ces deux angles a découlé le fait qu'on a mis la question de l'écologie en numéro 1. Alors ça, c'était un cheminement politique, parce que ce soit lui ou moi ou d'autres, on n'appartient pas forcément au départ à cette gauche-là. C'est clair que, par exemple, on le dit, on n'a pas de honte à le dire, que les Verts ont été en avance sur cette compréhension, mais n'empêche, depuis, j'allais dire, les années 90, devant l'évidence de ce qui était en train de se passer, c'est devenu progressivement une préoccupation politique. Bon, moi, en plus, je fais beaucoup de voile, j'ai travaillé dans la mer, j'étais chef d'entreprise dans une société qui travaillait dans la communication de la voile, et la question du dérèglement climatique, vous le voyez de visu, sur tout ce qui se passe en termes de phénomènes météorologiques anormaux au niveau des océans, sur les traits de côte qui reculent, etc. Donc ça, c'est aussi une sensibilité qui est venue de ce point de vue-là. Mais alors ça, moi je voulais rebondir là-dessus, parce que j'ai vu que vous aviez été justement dans la voile, ouais. Et donc j'imagine travailler aussi pas mal sur les questions liées à l'océan. Le déclic qu'on a eu, nous, il est très individuel, personnel. Et en fait, on se rend compte qu'il y a... Parce que moi, je travaille depuis 10 ans sur ces sujets-là, j'ai écrit des articles académiques, etc. Mais en fait, le ressentir dans sa chair, c'est pas tout à fait pareil. Et donc du coup, la question aussi qu'on se pose, alors vous l'avez sans doute vécu avec l'océan, mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon a vécu des choses comme ça, vous savez, un déclic aussi individuel? Je ne parlerai pas en son nom de souvenirs personnels, c'est pas bien sûr le sujet ici. Je pense que on a tous une appréhension personnelle de la question de l'évolution climatique et environnementale, tous. Bon. Maintenant, nous, on est aussi des militants politiques. Moi, je milite depuis l'âge de 14 ans. Voilà. Jean-Luc, c'est à peu près pareil. Donc, notre cheminement, comprenez que notre cheminement individuel, personnel, il est jamais disjoint
de la question de la réflexion politique, de comment faire face. Donc je ne sais pas si lui a eu une révélation à un moment, moi je vous ai dit la mienne. Moi j'ai travaillé par exemple avec, très longtemps avec Isabelle Autissier, qui est la présidente d'honneur du WWF. Bon, c'est vrai que c'était du coup des sujets, quand elle partait en mer et qu'elle récoltait des tonnes de plastique, enfin pas des tonnes, j'exagère, enfin des plastiques un peu partout, y compris dans les mers antarctiques, alors que jusqu'à maintenant il n'y avait aucune trace justement de pollution. Bon, bah, ça vous aide à réfléchir, mais les deux sont liés, je les disjoins pas. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en fait, dans le monde économique, politique, ce degré de conscience environnementale, il est assez élevé? Est-ce qu'il est suffisant? Manifestement non, parce que sinon il y aurait des actes suffisants, à la hauteur des enjeux. Alors, quand je vous dis non, en même temps, vous écoutez à peu près tous les responsables politiques, économiques, sociaux vous dire bah oui, c'est une urgence, mais moi je regarde les actes, je peux pas disjoindre. Donc non, il n'est pas assez important. C'est pour ça que nous, on a décidé que dans notre programme, c'était, j'allais dire, l'urgence numéro 1, et on y répond. On y répond, donc on a déjà, une première chose, c'est un objectif, c'est-à-dire qu'on veut constitutionnaliser la question environnementale. On veut que dans la Constitution, instaurer une règle verte, c'est-à-dire faire en sorte que notre économie, notre société, notre pays ne consomme plus, ne produise plus que la Terre ne peut absorber. Vous savez, c'est ce jour qui recule d'année en année, il y a une trentaine d'années, c'était au 31 décembre, aujourd'hui c'est en juillet, où on a déjà consommé, produit et absorbé tout ce que la Terre ne peut produire. Et de cette règle verte découlent à partir de là des objectifs. Bon, les objectifs que nous donnons, on l'a dit clairement, on l'a affiché, c'est qu'en 2040, la France est une empreinte carbone zéro, qui passe par l'isolation thermique de 700 000 habitations par an, l'isolation totale, non pas partielle comme aujourd'hui le permet notamment des mesures gouvernementales. Ça veut dire qu'on le dit aussi, on pense que le nucléaire n'est pas la solution pour décarboner parce que c'est dangereux, donc on veut aller vers le 100% renouvelable, et on veut aussi, ça c'est lié, avoir, et ça vous concerne aussi en tant qu'entreprise, avoir une logique de sobriété énergétique, c'est-à-dire consommer le moins possible d'énergie. Donc ça passe par l'isolation, mais ça passe aussi par ce qu'on fait des déchets, ce qu'on produit et autres, et avec un outil qui est ce qu'on appelle la planification écologique. Alors je sais que pour des chefs d'entreprise, des fois le mot planification paraît un gros mot, même si j'ai entendu il n'y a pas longtemps Barbara Pompili récupérer ce mot qu'on a mis dans la place publique, et tant mieux. Nous, c'est pas le Gosplan, c'est pas une économie totalement dirigée, loin de là, mais c'est plutôt ce qui a été en France pendant des années le plan sous De Gaulle. Il y avait un plan, voilà, c'est-à-dire qui permet à la fois d'envoyer un cap en s'appuyant sur des services publics forts dans des domaines qui sont liés aux biens fondamentaux, donc pas le marché, et puis d'un autre côté, au marché, aux entreprises, d'indiquer des règles, des lois qui les contraignent. Alors vous, si j'ai bien compris, on ne vous contraindra pas, puisque vous êtes déjà engagé dans cette dimension, mais à faire en sorte d'émettre le moins possible de CO2, etc. Et justement, par rapport à ça, le fait on soit 150 entreprises qui sont déjà engagées aussi dans une transition. Lors de la session 3, on avait reçu la ministre de la Transition écologique. Tout à l'heure, vous avez parlé de zéro carbone. On était beaucoup sur les chiffres, puisque l'objectif de cette session-là, c'était de compter ce qui compte. Du coup, on se rendait compte que, y compris nous, en fait, 150 dirigeants, les chiffres qu'on annonce, c'est 350 000, on représente 350 000 collaborateurs, on a 75 milliards de chiffre d'affaires cumulés. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quels sont les coûts évités aussi? Quelle est la régénération qui est produite grâce à notre activité pour la Terre? On parle du carbone, mais on sait bien que les impacts sont bien plus grands. Il y a aussi la pollution des airs, de la terre et des mers. Et donc du coup, on se rend compte qu'à l'échelle aussi publique, aujourd'hui, c'est aussi un outil qui est le PIB dont on se sert principalement en fait pour mesurer la croissance de la société. Donc du coup, on se demande quels sont les indicateurs complémentaires, quels sont les indicateurs extra-financiers de demain qui peuvent compléter ou remplacer un PIB, et comment, une fois qu'on aura créé ces indicateurs, on pourra piloter en fait du changement à l'intérieur de notre pays et d'autres. Disons pourquoi le PIB ça ne va pas. Commençons par là. Bon, le PIB, en gros, est l'héritier d'une société de croissance infinie qui ne mesure la qualité et la bonne santé de son économie qu'à travers justement ces indicateurs. On voit bien qu'aujourd'hui ça ne suffit pas. Il manque des indicateurs évidents.
j'allais dire par exemple du niveau d'éducation d'un pays, du niveau de santé d'un pays, du niveau environnemental d'un pays. Alors il y a déjà des choses qui existent. Nous, ce qu'on propose, si nous gouvernons demain le pays, c'est de demander à l'INSEE, justement, de proposer, non pas de définir, mais de proposer un indicateur qui sera adopté par le Parlement, donc ça sera un débat avec les représentants de la souveraineté nationale, et qui permettra justement de mieux, j'allais dire, quantifier et de mieux diagnostiquer l'effet des politiques mises en place. Voilà, c'est ça l'objectif, mais dans différents domaines. Ces indicateurs, il y en a quelques-uns qui existent dans le monde. D'ailleurs, on observe que quand on regarde ces indicateurs, la France est plutôt bien placée. Enfin, elle était plutôt bien placée, parce que je pense que depuis 5 ans, on n'a pas amélioré les choses sur bien des sujets. Donc voilà ce qu'on mettra en place. Et ça sera un conseil de la planification écologique qui, après, non seulement proposera cet indicateur, mais se chargera aussi, à travers la planification, d'essayer de le faire respecter. Parce que alors moi j'ai regardé le programme, je dis pas ça pour vous piéger, c'est juste que c'est vrai que je sens pas ça. Non, ouais, voilà, mais c'est que et je dis pas qu'on a la réponse non plus, mais le ressenti que j'ai beaucoup, et c'est personnel, hein, c'est pas forcément tous les dirigeants, c'est qu'on voit beaucoup les contraintes. En fait, voilà, on se fait encadrer en fait, dans un cadre juridique, mais nous, on n'a qu'une envie, c'est de bouger. Et on ne voit pas forcément les choses qui pourraient être incitatives aussi, et notamment dans les indicateurs proposés. Et je trouve que c'est dommage parce que les entrepreneurs sont aussi ceux qui font bouger nos sociétés. Et donc du coup d'avoir comme ça aussi quelque chose qui permet de mesurer finalement notre impact. Moi je le vois à l'échelle de mon activité personnelle, la plupart des impacts de Singa sur la migration, sur la cohésion sociale, finalement ils ne sont pas valorisés. Ils sont déjà difficiles à mesurer parfois, mais même quand nous on arrive à les mesurer, ils ne sont pas monétisés et ils ne sont pas valorisés publiquement. Et donc du coup je me demandais, est-ce que ce sont des choses sur lesquelles vous avez réfléchi? Je sais qu'il y a des nouveaux outils financiers comme les contrats impacts sociaux, etc. Déjà ça donnera lieu à ce qu'on appelle une comptabilité environnementale qui permettra justement d'évaluer les résultats de telle ou telle entreprise par rapport à ces critères. Alors vous me direz pourquoi le faire? Justement pourquoi le faire? Parce que nous ne sommes pas d'accord par exemple avec les politiques actuelles qui consistent à aider les entreprises sans aucune contrainte ni condition. J'avais demandé une fois à Bruno Le Maire comment il pouvait vérifier et me convaincre que ces aides aillent par exemple à l'investissement, à l'emploi. Ce jour-là, il m'a répondu c'est le bon sens. Je ne crois pas au bon sens dans la société capitaliste. Voilà. Pourquoi? Parce que la société capitaliste, ce n'est pas un jugement moral que je produis, mais le marché, c'est aussi de faire en sorte que l'entreprise fonctionne, qu'elle dégage aussi, alors en plus quand c'est une entreprise à action, qu'elle dégage une rente capitaliste suffisamment importante. Donc je ne crois pas que ce soit seulement le bon sens. Voilà, c'est pas possible. Donc il faut, j'allais dire, des indicateurs qui permettent après de cibler les aides. Pour être clair, les entreprises qui feront cet effort seront plus aidées que les autres. C'est ça un petit peu la manière de voir les choses. Alors feront des efforts en matière de respect de leurs salariés au niveau social, de l'égalité de salaire hommes-femmes, etc. Feront des efforts en matière environnementale pour atteindre des objectifs. Eh bien, ces entreprises-là, elles seront plus aidées par l'État. Voilà, je ne sais pas si je réponds ainsi à votre question, mais c'est un peu... Quand vous me dites, est-ce que c'est seulement des contraintes? Non, ce n'est pas seulement des contraintes. C'est aussi, j'allais dire, un appui aux entreprises qui, du point de vue environnemental et écologique, seront les plus vertueuses pour qu'elles aillent encore plus loin. Non, je pense que ma question à moi, et j'arrête là-dessus, c'est que c'est lié aussi au social. En fait, je vois beaucoup dans le problème de la dimension environnementale et je voyais moins en fait la connexion sociale. Les deux, nous on pense que les deux devaient être liés, parce que vous connaissez le slogan, fin du mois, fin du monde, même système, même combat. Donc nous on le fait nôtre. On est clairement nous en rupture avec, j'allais dire à la fois un certain capitalisme dur qui n'envisage que la question du temps court et des profits tirés et non pas le temps moyen ou le temps long, et puis aussi avec le productivisme. Donc on a un choix politique qu'on fait. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on veut une économie totalement dirigée. Le marché aura son rôle, les entreprises auront leur rôle, mais c'est dans un cadre où progressivement les critères de bonne santé économique ne seront pas dictés uniquement par les cours de la bourse et les profits à court terme, parce que ça, c'est antinomique
avec la question qui nous est posée par l'environnement, qui inévitablement nécessite de regarder le temps long, quoi. Donc on va essayer la planification écologique va inciter un peu les entreprises à tourner de ce point de vue-là. Alors moi j'ai envie de vous dire que le climat que nous connaîtrons demain dépend des choix qu'on va faire maintenant. Il y a tout à réinventer et qu'on sait qu'en fait dans les années qui viennent on va avoir des centaines de milliers de destructions d'emplois. Il y a aussi des centaines de milliers de créations d'emplois qu'on ne connaît pas encore. Comment est-ce que vous envisagez d'accompagner les entreprises et de les accompagner aussi dans la formation des salariés pour pouvoir mener à bien cette transition écologique? Eh bien en investissant. Nous, on a annoncé dès maintenant que pour aller vers une bifurcation écologique, l'État va mettre 200 milliards d'euros sur la table sur les 5 ans à venir. Et à partir de là, on pense que non seulement c'est bon pour le climat, mais c'est bon pour le carnet de commandes des entreprises. Si demain vous décidez de fixer des règles qui obligent l'État à promouvoir des politiques permettant l'isolement total de 700 000 bâtiments par an, inévitablement ça va faire travailler les entreprises du BTP, quoi. Je ne vois pas comment ça peut être autrement. Si vous décidez d'orienter la recherche vers le 100% renouvelable, ça va faire travailler des entreprises. Alors, ça veut dire aussi qu'il y a des choix industriels à faire. Les choix industriels à faire, c'est par exemple revenir à une certaine logique de protectionnisme. J'entends par protectionnisme le fait qu'on ne fasse pas par exemple une relance de l'économie qui profite à des entreprises qui parfois ont les mêmes actionnaires d'ailleurs, pour fabriquer à l'extérieur sur des coûts écologiques et sociaux catastrophiques des biens qui arriveront ensuite dans le pays. Donc il y a des taxes kilométriques par exemple qui seront fixées, si possible au niveau de l'Europe. Si on n'y arrive pas, on le fera au niveau de la France. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va essayer de permettre aux entreprises françaises vertueuses qui auront des critères sociaux et écologiques le plus haut possible, eh bien, j'allais dire aussi de profiter en premier de ce que l'État mettra à la poche pour permettre cette bifurcation écologique. Donc ça, c'est une première réponse. Quand l'État investit, contrairement à ce qu'on croit, quand l'État dépense en faveur de l'investissement, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas de l'argent qui est gaspillé, c'est de l'argent qui rejaillit dans l'économie, et qui elle rejaillit dans l'économie, elle rejaillit aussi, je le pense, dans les salaires, dans les emplois, etc. Donc c'est une façon de créer des emplois. Nous, on a regardé les scénarios des gigawatts 2000, mais il y a même un scénario RTE qui prévoit le 100% renouvelable. J'ai plus le chiffre exact, mais on est dans le terme de 1 million d'emplois créés. C'est ça la réalité. En plus de ça, les biens fondamentaux ne doivent plus être dévolus au marché. Donc on est contre l'ouverture à la concurrence de ce qui est lié à l'eau, de ce qui est lié au transport, de ce qui est lié à l'énergie. Parce qu'on pense que l'objectif, alors là, ne peut absolument pas être le cours de la bourse, mais doit être l'intérêt général, le bien commun, même si à certains moments, il n'y a pas de rentabilité économique au sens strict du terme, mais une rentabilité écologique. Donc ces domaines-là seront dévolus à des services, des pôles publics, pas forcément nationaux d'ailleurs. L'eau, on pense que c'est plutôt les municipalités qui doivent s'en occuper, mais en tout cas, ça sera entre guillemets socialisé de façon justement à mettre au service de la société des secteurs entiers qui géreront, pas en fonction des cours de bourse, mais en fonction de l'intérêt général, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais ça crée de l'emploi. Si vous relancez les services publics, si vous relancez aussi, j'allais dire, les moyens de l'État d'intervenir, vous créez de l'emploi. Et si vous créez de l'emploi, vous créez aussi des consommateurs. Alors il faut après que ça soit orienté de manière écologique, mais pour les entreprises, c'est aussi bénéfique. Contrairement à ce qu'on pense, un fonctionnaire, non seulement il sert l'État, mais il consomme aussi. Donc tout ça, nous semble, être un cercle vertueux. Et du coup, en termes de formation, concrètement, vous imaginez les choses comment? On est opposé à la politique actuelle qui, en termes de formation, et notamment dans les métiers qui recourent à une qualification, j'allais dire technique, manuelle, etc., met l'apprentissage en haut de la pile. Voilà. On trouve que c'est un retour en arrière terrible. Je ne dis pas que l'apprentissage ne doit pas faire partie d'un cursus de formation qui est principalement celui des établissements scolaires, mais ça ne peut pas être la règle numéro 1. Sinon, on repart au 19e siècle où on pensait que l'enseignant, c'était le patron. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Je le dis très clairement. Mesurer la formation des jeunes au nombre d'apprentis, on pense que c'est pas une bonne solution. Nous sommes pour redonner tous les moyens à ce qui a mis longtemps le pays en avant, c'est-à-dire la question des lycées professionnels, notamment, avec, on pense, des cursus qui doivent être allongés à 4 ans, avec le fait, y compris, vous l'avez peut-être vu, de permettre à des lycéens professionnels
qui sont indépendants fiscalement de leurs parents, mais aussi aux étudiants de bénéficier d'un revenu minimum de 1 000 € qui leur permettent de faire leurs études, parce que souvent ils viennent de classes populaires, de classes sociales qui ne permettent pas forcément de poursuivre très longtemps ces études, mais on est pour redonner à la qualification liée en même temps à un enseignement général toute sa dimension, et ça c'est quelque chose qui, nous semble-t-il, permettra justement d'assurer une formation de départ plus qualitative. Et après, il faut donner tous les moyens de formation tout le long de sa vie. C'est-à-dire considérer que le parcours professionnel, il y a des moments de formation qui doivent être rémunérés, qui vous permettent de changer de métier, qui permettent de s'adapter par rapport à telle ou telle évolution de l'industrie. Ça doit être quelque chose qui est absolument central. Voilà, parce que sur les centaines de milliers de personnes qui vont perdre leur emploi, ce n'est pas des lycéens justement dont on parle. Donc ils ne vont pas pouvoir faire leurs études. Mais pourquoi excusez-moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est une chose. Pourquoi ils perdraient leurs emplois? Parce qu'en fait, il y a des secteurs dans lesquels les emplois vont disparaître en fait avec. Oui, mais enfin aujourd'hui, quand par exemple nous disons que nous voulons mettre en place dans tous les domaines, agriculture, industrie, une certaine protection, et aussi mettre en avant les circuits courts, c'est-à-dire, parce que je ne l'ai pas dit, mais on peut plus se permettre le grand déménagement du monde, qui consiste à amener ici des produits extrêmement lourds, qui ont un coût carbone terrible, il faut les reproduire à nouveau ici, et en plus on a la technique pour le faire, avec là aussi une préoccupation écologique évidente. Mais on va créer de l'emploi. C'est aujourd'hui où, contrairement à ce que M. Macron affirme, on a perdu 38 000 emplois industriels dans ce pays en 5 ans. En fait, on ne conteste pas qu'on va créer des emplois. En fait, on se base même sur le travail du Shift Project, qui en fait montre qu'il y a 800 000 emplois qui vont être en fait arrêtés parce qu'ils n'ont plus de sens dans l'économie plus vertueuse, on va dire, et 1 100 000 qui vont être créés. Donc en fait, il y a plus d'emplois créés que d'emplois perdus. Donc on est d'accord sur ce bilan. On est d'accord. En fait, la question, c'est plutôt dans la transition, comment on fait en fait pour que ce ne soit pas non plus mal vécu. Bien sûr, il faut mettre le paquet sur la formation, une formation qui permette aussi, j'allais dire, que ça ne soit pas équivalent à une perte de salaire. On peut aussi avoir un parcours professionnel qui fasse en sorte que la formation, c'est un peu le cas, mais vraiment pas suffisamment, vous permette de ne pas perdre vos revenus. Voilà, je pense que ça, c'est des choses à mettre en place et qui peuvent être efficaces. Je ne suis pas certain que j'adhère à l'idée qu'on puisse avoir une union sacrée, parce qu'il y a un moment donné quand même, alors à mon avis, ce n'est pas votre cas, il y a une minorité de la population, très petite minorité de la population, qui trouve son compte, à long terme non, parce qu'ils auront les mêmes problématiques avec l'environnement que les autres, mais qui trouve son compte aujourd'hui dans le développement très inégal de notre société, qui fait qu'on n'a jamais eu aussi peu de personnes qui se sont enrichies par rapport à une masse de la population dont ce n'est pas le cas. Bon. Donc il y aura quand même des gens qui ne seront pas d'accord, mais en termes d'union sacrée. Mais de ce que je comprends, c'est possible avec vous. Moi, la question que je voudrais vous poser, c'est imaginons justement que demain, Jean-Luc Mélenchon est élu, on développe notre programme, vous avez compris, s'appuyant sur des services publics, une planification écologique qui n'est pas non plus, pour vous dire, quelque chose qui n'agit que sur la contrainte. Des lois et des règles, ça peut être aussi quelque chose qui aide avec les avantages aux sociétés, aux entreprises vertueuses dont je parlais. Comment vous vous senteriez là-dedans? Est-ce que vous imaginez, vous, en tant que chef d'entreprise, pouvoir participer à cette société-là, quoi? Moi, je pense que j'ai, à ce stade, 2 rêves qui me paraissent assez concrets. Le premier, c'est qu'il y ait une CGC ou une CPC, donc Convention du gouvernement pour le climat. Parce que j'aimerais que les gens qui dirigent, en fait, soient passés, peut-être pas par les 10 jours qu'on a vécu, mais au moins 20 heures sur le climat tel que ça a été conçu aussi par la Convention. Et pareil pour le Parlement. Je pense qu'on ne peut pas avoir de dirigeants aujourd'hui qui n'ont pas vécu ce qu'on a vécu, parce qu'ils vont devoir prendre des décisions cruciales dans les 5 années qui viennent. Je pense que s'ils n'ont pas le niveau de connaissance que nous, on a eu le privilège de recevoir, ils vont prendre de mauvaises décisions. Donc ça, c'est la première chose, c'est une CGC, une CPC. Et la deuxième, alors celle-là, elle est peut-être un peu plus personnelle et par rapport à mon entreprise, c'est que le PIB, ça valorise absolument pas ce que je fais. Et donc, du coup, j'imagine un nouvel indicateur, je l'appelle l'un, du lien intérieur net, qui permettrait de créer plus de liens entre les individus au sein de cette société, entre les individus et la nature,
mais calculer un peu les relations en fait, qui sont construites au sein de nos sociétés plutôt que toujours calculer les produits et leur croissance. Je te rejoins complètement, surtout sur le premier point, vraiment. Après, moi, peut-être par rapport à mon entreprise personnelle, où en fait c'est un combat quotidien en fait, de fabriquer en France des chaussures, comme ça l'est pour le textile. On a vu il y a 2 ans, au moment de cette pénurie de masques, que finalement toute cette industrie textile, les chaussures qu'on avait abandonnées royalement, bah, finalement on en avait besoin. Raison. Qu'en quelques semaines, nous, en fait, on a recruté 40 personnes en 10 jours, on a acheté des machines à coudre, on travaille 6 jours sur 7, de 5h à 22h. Et puis, du jour au lendemain, ben, quand les masques étrangers sont arrivés, on a tous arrêté. Parce que pour quelques centimes, en fait, même les marchés publics, on préférait acheter à l'étranger. Donc l'idée, ça serait de comment faire aussi aujourd'hui pour ne pas être à ce niveau-là voilà, sur quelques centimes et de se dire on va privilégier aussi bien sur la nourriture que sur la fabrication, peut-être le fabriquer local parce qu'on a un impact carbone qui est moindre, nous on produit tout sur place. Acheter des pommes en Nouvelle-Zélande alors qu'on a des pommes en France qui sont peut-être un chouille moins chères, mais ça veut dire quoi en fait? C'est beaucoup plus cher d'un point de vue écologique. Donc du coup je pense qu'il faudrait vraiment retravailler là-dessus et intégrer cette dimension carbone, environnementale dans nos coûts. Ce que vous dites, c'est exactement ce que nous disons. C'est-à-dire que si demain on fait en sorte d'instaurer justement une protection par rapport à ce genre de production, ça va aller dans le bon sens. Nous, on est d'accord avec ça. Alors, si je prends par exemple au niveau de on pense qu'il faut une souveraineté alimentaire, par exemple. On a les moyens de le faire en France. Bon. Mais ça veut dire aussi que effectivement, on paiera peut-être un peu plus cher les fruits et légumes, même si par ailleurs, on peut aller chercher sur la marge des grands distributeurs, parce que c'est là où je dis qu'il y a eu quand même des profiteurs de système pour faire en sorte qu'il y ait moins de bénéfices qui soient faits après que le producteur ou que vous ayez produit vos chaussures ou autres. Je pense que ça, c'est des choses qu'en définanciarisant un peu l'économie, on doit pouvoir arriver à baisser les prix. Mais en tout cas, on privilégiera, ça c'est clair, la production que vous êtes en train de définir. Ce que vous faites, vous n'avez pas une seconde à craindre le fait que nous arrivions au pouvoir, vous serez au contraire aidés. Et je voudrais répondre en conclusion aussi à ce que vous avez dit qui me semble important sur comment des décideurs politiques peuvent à un moment donné tenir compte d'une réalité économique des gens qui font, pour aller vite. Et nous, on veut une 6e République. Voilà. On pense que la 5e République, qui d'ailleurs a dévitalisé le Parlement de manière considérable en donnant tous les pouvoirs à une seule personne, qui laisse penser à une certaine omniscience qui n'existe pas, c'est quelque chose qui sclérose complètement, en réalité, la vitalité démocratique d'un pays. Et donc, quand on dit, par exemple, que l'indice sera voté au Parlement, mais c'est un Parlement qui sera capable de se tourner aussi vers, j'allais dire, les forces vives, les syndicats, les associations, les entreprises, pour essayer de faire quelque chose qui s'adapte à la réalité. Moi, je crois que ce pays, il a besoin de respirer en termes de démocratie, et donc il a besoin aussi d'entendre ceux qui le font, justement.